L'analyse financière pour startups. Arrêtez de naviguer à vue, dominez vos chiffres. Bienvenue à tous les futurs entrepreneurs, les hustlers, ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard pour bâtir quelque chose d'incroyable. Vous êtes là, avec cette idée qui vous consume, cette startup qui commence à prendre forme, cette énergie qui pourrait déplacer des montagnes. Mais laissez-moi vous poser une question, une vraie. Comment savez-vous, au fond de vos tripes, si votre business, votre bébé, est vraiment en train de fonctionner? Si vous êtes sur la bonne voie, ou si vous foncez droit dans le mur à 200 à l'heure? La réponse, mes amis, elle n'est pas dans les feelings ou les « j'espère que ». Non. La réponse, la vraie réponse, elle est gravée dans les chiffres, dans la data, dans ce qu'on appelle l'analyse financière. C'est pas le truc le plus sexy, je vous l'accorde. Pas autant que le marketing viral ou le branding de ouf. Mais c'est le cœur, le moteur de votre réussite. Sans ça, vous êtes juste un amateur avec un hobby coûteux. Alors aujourd'hui, accrochez-vous bien, parce que je ne vais pas vous mâcher le travail, mais je vais vous donner les clés. Le guide ultime de l'analyse financière pour startups. On va décortiquer ce que c'est, pourquoi c'est absolument crucial, non négociable, et surtout, quels sont les indicateurs clés que vous devez suivre, que vous devez observer chaque jour, chaque semaine, pour piloter votre entreprise avec intelligence, avec stratégie, et pour la faire décoller vers les sommets que vous méritez. Alors, prêts à devenir des pros des chiffres? Let's go! Le burn rate, votre compte à rebours monétaire, le maîtrisez-vous ou vous consume-t-il? Alright, premier indicateur, et pas des moindres, le burn rate, le taux de combustion. Ça sonne un peu violent, hein? Et ça l'est si vous ne le maîtrisez pas. En clair, c'est à quelle vitesse votre start-up crame le cash que vous avez si durement acquis, que ce soit vos économies, l'argent de la famille ou celui des investisseurs. C'est le rythme auquel votre compte en banque se vide chaque mois pour couvrir toutes vos dépenses. Et croyez-moi, si vous ne savez pas combien vous brûlez, vous jouez à la roulette russe avec l'avenir de votre boîte. Pourquoi c'est si fondamental? Parce que le cash, c'est l'oxygène de votre start-up. Pas d'oxygène, pas de vie. Simple, votre burn rate vous dit combien d'oxygène vous consommez. Si vous en consommez trop vite, sans générer de revenus, ou sans avoir un plan clair pour en générer, vous allez suffoquer. C'est une mesure de votre efficacité opérationnelle, de votre capacité à gérer vos ressources. C'est brutal, c'est direct, mais c'est la vérité. Ne pas connaître son burn rate, c'est comme conduire une voiture sans jauge d'essence en plein désert. Tôt ou tard, vous tombez en panne. La formule, elle est simple comme bonjour, mais terriblement révélatrice. Dépenses mensuelles. Total. C'est tout. Prenez toutes vos dépenses du mois. Salaire, loyer, outils, SaaS, marketing, café, déplacement. Absolument tout ce qui sort de votre compte. Additionnez tout ça, et bim, vous avez votre burn rate mensuel. Pas de chichi, pas d'excuses. Si vous dépensez 10 000 € par mois pour faire tourner la boutique, votre burn rate est de 10 000 €. C'est votre coût de survie mensuel. Le piège énorme, c'est de sous-estimer ses dépenses, ou pire, de ne pas les traquer du tout. Oh, c'est juste quelques euros par-ci par-là. Faux. Ces quelques euros s'accumulent et deviennent des milliers, des dizaines de milliers. Beaucoup d'entrepreneurs, surtout au début, sont tellement focus sur le produit, sur l'idée, qu'ils négligent cette discipline financière de base. Ils opèrent dans le brouillard, et quand le brouillard se lève, il est souvent trop tard. Le compte est à sec, les rêves s'envolent. Ne soyez pas cette personne. Alors, comment on gère ce monstre? D'abord, traquez tout, chaque centime. Utilisez des outils, des tableurs, ce que vous voulez, mais ayez une vue claire, en temps réel si possible, de vos sorties d'argent. Ensuite, analysez. Où va votre argent? Y a-t-il des dépenses inutiles? Des abonnements oubliés? Des postes où vous pourriez optimiser? Soyez impitoyable. Chaque euro économisé, c'est un peu plus d'oxygène, un peu plus de temps pour réussir. Challengez chaque dépense. Est-ce que ça contribue vraiment à faire avancer le schmilblick? Psychologiquement, regarder son burn rate peut faire peur, surtout quand il est élevé et que les revenus ne suivent pas encore. On a envie de mettre la tête dans le sable. Mais c'est la pire erreur. Affrontez la réalité. Plus vite vous comprenez la dynamique de vos dépenses, plus vite vous pouvez prendre des décisions éclairées. Peut-être faut-il pivoter, réduire la voilure temporairement ou accélérer la recherche de financement. Mais sans cette info, vous naviguez à l'aveugle, guidé par l'espoir, et l'espoir, ce n'est pas une stratégie. En définitive, votre burn rate, ce n'est pas juste un chiffre froid. C'est une histoire que vos dépenses racontent sur votre entreprise, sur vos priorités, sur votre discipline. Est-ce que cette histoire,
vous mène vers la croissance et le succès, ou vers l'épuisement des ressources. C'est à vous de l'écrire, en maîtrisant ce taux de combustion. C'est la première étape pour reprendre le contrôle de votre destinée financière. Alors, calculez-le, comprenez-le et agissez en conséquence. Maintenant. Le runway. Votre piste de décollage ou d'atterrissage forcé. Combien de temps vous reste-t-il? Maintenant qu'on a parlé du burn rate, de la vitesse à laquelle vous dépensez votre cash, passons logiquement au runway. Votre piste de décollage. C'est tout simplement combien de mois votre startup peut survivre avec les fonds actuellement disponibles, en maintenant votre burn rate actuel. C'est votre horizon de survie. Si votre burn rate est de 10 000 € par mois et que vous avez 50 000 € en banque, votre runway est de 5 mois. 5 mois pour faire décoller la fusée ou trouver plus de carburant. Pourquoi c'est le reality check ultime? Parce que ça vous met face à une contrainte de temps implacable. Le runway, c'est le chrono qui tourne. Il vous dit « Ok, champion, t'as X mois pour atteindre tes objectifs, pour prouver ton concept, pour devenir rentable ou pour lever des fonds. » Si vous ignorez votre runway, vous risquez de vous retrouver le bec dans l'eau, sans plus aucune marge de manœuvre, obligé de fermer boutique, alors que vous étiez peut-être à 2 doigts de réussir. C'est le coup près. La formule est une conséquence directe du burn rate. Trésorerie disponible, burn rate mensuel. Prenez tout le cash que vous avez vraiment sur vos comptes, le cash mobilisable immédiatement. Divisez ça par ce fameux burn rate qu'on a calculé avant. Et voilà le nombre de mois qu'il vous reste. C'est un calcul simple, mais son implication est immense. Il doit être affiché en gros sur votre tableau de bord, vous devez le connaître par cœur, comme votre propre nom. La panique d'un runway court, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs connaissent. Quand vous voyez qu'il ne vous reste que 2 ou 3 mois, la pression monte d'un cran. Comment éviter ça? En anticipant. En ayant toujours un œil sur ce chiffre, pas seulement quand les problèmes arrivent. Un runway sain, c'est souvent considéré comme étant de 12 à 18 mois, surtout si vous dépendez de levée de fonds. Ça vous donne le temps de construire, d'itérer et de négocier votre prochain tour de table sans être dos au mur. Alors, que faire si votre runway est trop court? 3 options principales. 1. Réduire drastiquement votre burn rate, couper les dépenses non essentielles, renégocier avec les fournisseurs, etc. 2. Augmenter vos revenus plus vite que prévu, accélérer les ventes, lancer de nouvelles offres. 3. Lever des fonds, love money, business angels, VC. Souvent, c'est une combinaison des 3. Mais pour prendre ces décisions, il faut connaître son runway. C'est le point de départ de toute stratégie de survie et de croissance. L'importance stratégique du runway est colossale. Un runway confortable vous donne du temps pour apprendre de vos erreurs, du temps pour que vos stratégies marketing portent leurs fruits, du temps pour construire une équipe solide, du temps pour pivoter si votre idée initiale ne fonctionne pas comme prévu. Le temps, dans le monde des startups, c'est une ressource aussi précieuse que l'argent. Le runway vous dit combien de cette ressource vous possédez. Ne le gaspillez pas. En fin de compte, le runway n'est pas seulement une mesure de survie, c'est une mesure de votre capacité à exécuter votre vision dans un délai donné. C'est votre fenêtre d'opportunité. Plus elle est large, plus vous avez de chances de transformer votre idée en une entreprise pérenne. Alors, surveillez cette piste de décollage comme le lait sur le feu. Assurez-vous qu'elle soit toujours assez longue pour vous permettre d'atteindre votre altitude de croisière. C'est votre responsabilité de capitaine d'entreprise. Coût d'acquisition client, CAC. Combien vous coûte vraiment chaque nouveau client? Le savoir, c'est pouvoir. On passe maintenant à un autre indicateur absolument vital, surtout si vous voulez scaler, grandir, exploser. Le coût d'acquisition client, ou CAC. C'est très simple en théorie. Combien d'argent, de ressources, de sueur vous dépensez en moyenne pour convaincre une personne de devenir un client payant de votre produit ou service? C'est le prix d'entrée pour chaque nouveau venu dans votre écosystème. Et si vous ne connaissez pas ce chiffre, vous êtes en train de jeter de l'argent par les fenêtres, sans même le savoir. Pourquoi le CAC est-il le roi des rois en marketing et en vente pour une start-up en croissance? Parce qu'il vous dit si vos efforts pour attirer des clients sont rentables ou s'ils vous coûtent plus cher que ce que le client ne vous rapportera jamais. C'est le thermomètre de l'efficacité de votre machine à vendre. Si votre casse est trop élevée par rapport à la valeur que vous tirez de vos clients, on y viendra avec la LTV, vous êtes sur une pente glissante, une pente qui mène directement à la faillite, même si vous avez des milliers de clients. La formule c'est
total de vos coûts marketing et commerciaux sur une période donnée, nombre de nouveaux clients acquis sur cette même période. Quel coût? Tout. Salaire de vos équipes marketing et sales, dépenses publicitaires, Google Ads, Facebook Ads, etc. Coût des outils, CRM, emailing, commission, coût de création de contenu, participation à des salons. Soyez exhaustifs. Si vous avez dépensé 5 000 € en marketing et vente le mois dernier et que vous avez eu 50 nouveaux clients, votre casse est de 100 €. Chaque client vous a coûté 100 € à acquérir. Le piège mortel, c'est un CAC qui explose sans que la qualité ou la valeur des clients suivent. Vous pouvez avoir un CAC bas, mais si vous attirez des clients qui achètent une fois un petit truc et disparaissent, ça ne sert à rien. Inversement, un CAC élevé n'est pas forcément mauvais si les clients que vous acquérez sont ultra fidèles et dépensent beaucoup sur le long terme. Le danger, c'est de ne pas mettre ce CAC en perspective avec ce que le client rapporte. C'est là que beaucoup se plantent, en se focalisant uniquement sur le volume de clients sans regarder le coût. Comment optimiser ce CAC? Le faire baisser ou le rendre plus pertinent? C'est tout l'art du marketing et de la vente. Améliorez votre ciblage. Parlez aux bonnes personnes, celles qui ont vraiment besoin de vous. Testez différents canaux d'acquisition, SEO, contenu, social media, paid, partenariat. Trouvez ceux qui ont le meilleur rendement pour vous. Optimisez vos tunnels de conversion. Chaque étape, de la pub à l'achat, doit être fluide. Et n'oubliez jamais la puissance du bouche à oreille et des recommandations qui ont un CAC proche de 0. Connaître votre CAC, c'est ce qui vous permet de prendre des décisions d'investissement éclairées. Si vous savez qu'un client vous coûte 50 € à acquérir et qu'il vous en rapporte 200 €, on verra ça avec la LTV, alors vous savez que vous pouvez dépenser plus en marketing pour en acquérir davantage de manière rentable. Sans cette connaissance, augmenter votre budget marketing, c'est comme jouer au casino. Vous croisez les doigts, mais vous ne maîtrisez rien. Le CAC vous donne le contrôle. Votre CAC est donc l'investissement que vous faites pour chaque future relation client. Est-ce un bon investissement? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est la question à 1 million €. Vous devez traquer votre CAC par canal, par campagne, pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et allouer vos précieuses ressources là où l'impact est maximal. Maîtriser son CAC, c'est maîtriser sa croissance. Alors, au boulot, calculez-le, analysez-le, optimisez-le. Après avoir compris combien vous coûte un client avec le CAC, il est absolument essentiel de savoir combien ce client va vous rapporter tout au long de sa relation avec vous. C'est la valeur vie client, ou LTV, la Lifetime Value. C'est la somme totale des profits que vous pouvez espérer générer grâce à un client moyen pendant toute la durée où il reste, client. C'est la vision long terme de la rentabilité de votre base client. Et c'est le contrepoids indispensable du CAC. Pourquoi la LTV est-elle si cruciale? Parce qu'elle vous donne la perspective. Un CAC de 100 € peut paraître énorme si votre client n'achète qu'une fois un produit à 50 €. Vous perdez de l'argent sur chaque client. Mais si ce même client, qui vous a coûté 100 € revient tous les mois pendant 3 ans et dépense 30 € à chaque fois, sa LTV sera bien supérieure et votre CAC initial devient alors un excellent investissement. La LTV vous dit si votre business model est viable sur la durée. Le Graal, c'est d'avoir une LTV significativement supérieure à votre CAC. Un ratio LTV-CAC de 3 pour 1 est souvent considéré comme un bon début. La formule de base la plus simple pour la LTV est panier moyen par achat multiplié par fréquence d'achat, par an, par exemple, multiplié par durée de vie, moyenne du client, en année. Exemple, un client dépense en moyenne 50 € par commande, panier moyen, il commande 4 fois par an, fréquence, et reste client pendant 3 ans, durée de vie. Sa LTV serait de 50 € multiplié par 4, multiplié par 3, égale 600 €. Chaque composant de cette formule est une opportunité d'amélioration. Augmentez le panier moyen, la fréquence ou la durée, et votre LTV grimpe en flèche. La puissance de la LTV réside dans le fait qu'elle déplace votre focus. Au lieu de vous concentrer uniquement sur l'acquisition de nouveaux clients, souvent coûteuses, vous commencez à valoriser énormément la rétention et la fidélisation. Un client existant qui continue d'acheter coûte beaucoup moins cher à conserver qu'un nouveau client à acquérir. La LTV vous pousse à réfléchir à l'expérience client, à la satisfaction, à la construction d'une relation durable. C'est là que se trouve la vraie valeur. Comment augmenter cette fameuse LTV? C'est un travail de longue haleine. D'abord, offrez un produit ou un service exceptionnel. C'est la base. Ensuite,
Soignez votre service client. Faites en sorte que chaque interaction soit positive. Créez une communauté autour de votre marque. Pensez à des programmes de fidélité, à des offres exclusives pour vos meilleurs clients. Mettez en place des stratégies d'upselling, proposez une version supérieure, et de cross-selling, proposez des produits complémentaires. Faites en sorte que vos clients aient envie de rester et de dépenser plus. La LTV, c'est aussi un formidable outil de segmentation. Tous les clients ne se valent pas en termes de LTV. Certains seront des one-shot, d'autres des ambassadeurs à vie. En analysant la LTV de différents segments de clientèle, par exemple, ceux venus par tel canal, ou ceux ayant acheté tel produit en premier, vous pouvez identifier vos clients les plus précieux et comprendre ce qui les caractérise. Ensuite, doublez la mise sur ce qui fonctionne pour attirer et retenir ces clients en or. En résumé, une LTV élevée est le signe d'un business sain qui a trouvé son product market fit, qui délivre de la valeur constante et qui a su créer un lien fort avec sa clientèle. C'est la preuve que vous ne faites pas que vendre des trucs, mais que vous construisez quelque chose de durable. Une entreprise que les gens aiment et à laquelle ils font confiance. Alors, plongez dans vos données, calculez cette LTV et faites tout pour la faire grandir. C'est le secret des entreprises qui durent. On continue notre plongée dans les chiffres essentiels avec la marge brute. Qu'est-ce que c'est ? C'est le pourcentage de votre chiffre d'affaires qui vous reste après avoir déduit les coûts directs liés à la production ou à la livraison de ce que vous vendez. On appelle ça les coûts des marchandises vendues, ou COGS. En gros, si vous vendez un t-shirt à 20 € et qu'il vous a coûté 5 € à fabriquer, votre marge brute sur ce t-shirt est de 15 €. C'est l'argent qu'il vous reste avant de payer tous vos autres frais. Marketing, salaires administratifs, loyers, etc. Pourquoi la marge brute est-elle si fondamentale pour la profitabilité ? Parce que c'est le premier indicateur de la rentabilité intrinsèque de votre produit ou service. Si votre marge brute est trop faible, voire négative, ça veut dire que chaque vente vous coûte de l'argent ou ne vous en rapporte quasiment pas, même avant de payer le reste de vos charges. Vous aurez beau vendre des millions d'unités, si votre marge brute est ridicule, vous ne serez jamais rentable. C'est le moteur qui génère le cash pour couvrir tout le reste. Pas de marge brute saine, pas de carburant pour la machine. La formule c'est chiffre d'affaires moins coût des ventes divisé par chiffre d'affaires, le tout multiplié par 100 pour avoir un pourcentage. Reprenons notre t-shirt, 20 € moins 5 € divisé par 20 € égale 0,75. Multiplié par 100, ça fait 75% de marge brute, c'est pas mal. Les coûts des ventes, c'est quoi exactement ? Pour un produit physique, c'est les matières premières, la fabrication, l'emballage. Pour un service, ça peut être le coût direct de la main-d'œuvre pour délivrer ce service, les commissions spécifiques, les coûts d'hébergement pour un SaaS, etc. Il faut bien identifier ces coûts directs. Le danger des marges brutes trop faibles est immense. Vous n'avez aucune marge de manœuvre. La moindre augmentation du coût des matières premières, la moindre pression concurrentielle sur les prix, et vous voilà dans le rouge. Vous n'avez pas non plus les moyens d'investir dans la croissance, dans le marketing, dans l'innovation, parce que chaque vente génère trop peu de surplus. C'est un cercle vicieux. Beaucoup de startups, obsédées par la conquête de parts de marché, sacrifient leur marge en pensant « on verra plus tard ». Souvent, ce plus tard n'arrive jamais. Alors, comment on améliore cette marge brute ? Plusieurs leviers. D'abord, essayez de réduire vos coûts des ventes. Négociez de meilleurs prix avec vos fournisseurs. Optimisez vos processus de production pour être plus efficients. Trouvez des alternatives moins chères pour vos composants sans sacrifier la qualité perçue. Ensuite, et c'est plus délicat, vous pouvez essayer d'augmenter vos prix de vente. Ça demande une bonne compréhension de la valeur que vous apportez et de ce que le marché est prêt à payer. Parfois, une petite augmentation de prix peut avoir un impact énorme sur la marge. Il est crucial de comprendre que la marge brute idéale varie énormément d'un secteur à l'autre. Les logiciels SaaS ont souvent des marges brutes très élevées, 80 à 90%, car les coûts directs par client additionnel sont faibles. Le retail physique, c'est souvent beaucoup plus bas. L'important, c'est de connaître la vôtre, de la comparer à celle de vos concurrents ou des benchmarks de votre industrie, et de comprendre si elle est soutenable et si elle vous permet d'atteindre vos objectifs de rentabilité globale. Une marge brute saine est la véritable fondation sur laquelle vous pouvez bâtir une entreprise solide, scalable et, au final, profitable. C'est l'argent que vous gagnez sur votre cœur de métier avant que la machine de l'entreprise ne commence à consommer pour fonctionner. Si cette première étape ne génère pas assez de jus,
tout le reste sera infiniment plus compliqué. Alors, décortiquez vos coûts, comprenez votre valeur et travaillez sans relâche à optimiser cette marge brute. C'est non négociable pour le succès à long terme. Dernier indicateur clé, mais absolument monumental, surtout si vous êtes dans le business du logiciel en tant que service, SaaS, ou tout autre modèle basé sur l'abonnement, le revenu mensuel récurrent, ou MRR. C'est la somme de tous les revenus prévisibles et récurrents que vous encaissez chaque mois grâce à vos abonnements. C'est la régularité, la stabilité, la prédictibilité de votre chiffre d'affaires. Et dans le monde des startups, surtout celles qui visent une valorisation élevée, le MRR est roi. Pourquoi le MRR est-il si puissant, si convoité? Parce qu'il transforme votre business. Au lieu de repartir de zéro chaque mois en espérant faire de nouvelles ventes, comme dans un modèle transactionnel classique, vous commencez chaque mois avec une base de revenus déjà acquise. Ça lisse les revenus, ça réduit l'incertitude, ça facilite la planification financière et les investissements. Pour les investisseurs, un MRR en croissance constante est la preuve d'un business model qui fonctionne, qui scale et qui a une forte valeur de rétention. Comment on le calcule? C'est la somme de tous les paiements mensuels de vos clients abonnés. Si vous avez 100 clients qui perdent 50 € par mois, votre MRR est de 5 000 €. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi traquer les composantes du MRR. Le nouveau MRR, celui des nouveaux clients ce mois-ci, l'expansion MRR, l'augmentation de MRR venant des clients existants qui upgrade ou achètent plus, et le churn MRR, la perte de MRR due aux clients qui résilient ou downgrade. La croissance nette de votre MRR, nouveau plus. Expansion moins churn est ce qui compte vraiment. La beauté de la croissance du MRR, c'est l'effet cumulé, l'effet boule de neige. Chaque nouveau client, chaque upgrade s'ajoute à la base existante et contribue aux revenus des mois suivants. Si vous parvenez à maintenir un taux de croissance mensuel de MRR de disons 10%, ça peut sembler modeste au début, mais sur un an ou deux, l'impact est exponentiel. C'est ce qui permet aux startups SaaS de connaître des croissances spectaculaires et d'atteindre des valorisations très élevées. C'est la magie des revenus récurrents. Quels sont les leviers clés pour faire grossir votre MRR? D'abord, l'acquisition de nouveaux clients, bien sûr. C'est le nouveau MRR. Ensuite, maximiser la valeur de vos clients existants, c'est l'expansion MRR. Proposer des plans supérieurs, des fonctionnalités additionnelles payantes. Encourager l'usage pour qu'ils voient les plus de valeur et soient les prêts à payer plus. Et enfin, et c'est crucial, minimiser le churn, la perte de clients. Un churn élevé peut anéantir tous vos efforts d'acquisition et d'expansion. La rétention est la clé d'un MRR sain. Le MRR n'est pas juste un chiffre sur un tableau de bord, c'est un indicateur de la santé globale de votre business à abonnement. Un MRR qui stagne ou qui baisse est un signal d'alarme. Soit vous n'attirez plus assez de nouveaux clients, soit vos clients existants ne sont pas satisfaits et partent, soit votre produit ne répond plus à leurs besoins. Un MRR en croissance solide, au contraire, montre que vous avez trouvé votre rythme, que votre proposition de valeur résonne et que vous construisez une base de revenus solide et prévisible. Pour toute startup SaaS ou à abonnement, le MRR et son cousin l'ARR, revenu annuel récurrent, est la métrique à suivre, à optimiser, à chérir. C'est le pouls de votre entreprise. Chaque décision, chaque stratégie devrait être évaluée à l'aune de son impact potentiel sur le MRR. Alors, si vous êtes dans ce modèle, assurez-vous de le traquer avec une précision chirurgicale, de comprendre ses composantes et de tout mettre en œuvre pour le faire grandir de manière saine et durable. C'est votre ticket pour la scalabilité et le succès à long terme. Voilà les amis, on a fait le tour. Le burn rate, le runway, le CAC, la LTV, la marge brute, le MRR, ce ne sont pas juste des termes techniques pour faire joli dans un business plan. Non, l'analyse financière, tous ces indicateurs qu'on vient de voir, c'est littéralement le GPS de votre startup. C'est la carte et la boussole qui vous permettent de savoir où vous êtes, où vous allez et comment y arriver sans vous cracher en chemin. C'est ce qui transforme un rêve un peu fou en une entreprise structurée et pilotée. Sans cette analyse, sans ces chiffres, vous avancez à l'aveugle, au talent, à l'instinct. Et parfois ça marche, mais le plus souvent, on finit par se prendre un mur qu'on n'avait pas vu venir. Avec une analyse financière rigoureuse et régulière, vous construisez une entreprise avec une vision claire, des objectifs mesurables, une stratégie affûtée. Vous prenez des décisions basées sur des faits, pas sur des émotions.
Vous êtes prêt à affronter les tempêtes, à saisir les opportunités et ultimement à réussir. C'est la différence entre l'amateurisme et le professionnalisme. Alors, le message est simple, mettez-vous-y sérieusement. Si vous souhaitez un modèle gratuit d'analyse financière pour start-up, un template pour commencer à traquer ces chiffres clés, laissez un commentaire juste en dessous et mon équipe ou moi, on verra ce qu'on peut faire pour vous aider. Et bien sûr, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si elle vous a ouvert les yeux, alors abonnez-vous à la chaîne Le Bon Coin Echo, likez cette vidéo et partagez-la avec tous les entrepreneurs que vous connaissez qui pourraient en avoir besoin. Plus on est de fous informés, mieux c'est. C'était le guide ultime de l'analyse financière pour start-up. Maintenant, c'est à vous de jouer, d'exécuter et de crush it avec vos chiffres.